Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire, un nouveau Meet My Job. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, si ce n'est le plus important de ce siècle. C'est le grand défi aujourd'hui de notre génération. Nous allons parler un petit peu de l'environnement. Un des métiers touche forcément de près ou de loin l'environnement avec aujourd'hui des intervenants passionnants, je vous le dis, bon, comme d'habitude forcément, mais passionnants forcément. Nous allons accueillir Antoine Badinier, il est directeur adjoint du développement durable chez EDF. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Farid Mazouji. Il est Early Positioning and Partner Development chez General Electric. Bonjour. Bonjour. Élodie Raymond, manager opération spécialisation mode chez Chanel et ambassadrice RSE des boutiques Chanel du sud de la France. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Et pour terminer, Steven Dickinson, qui est spécialiste biodiversité chez Total. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Alors pour le moment, il y en a peut-être beaucoup parmi vous, les jeunes, qui ne comprennent absolument rien à l'intitulé des métiers. C'est normal, pas de souci. On va les expliquer un par un. On va savoir aussi comment nos intervenants en sont arrivés à, entre guillemets, défendre notre environnement et comment ils sont arrivés à ces métiers-là. Je vais commencer, comme d'habitude, on est galant ici dans Meet My Job. On va commencer par toi, Élodie. Élodie, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton métier? En quoi ça consiste? Alors, mon métier, je travaille à la boutique Chanel de Monaco. Je m'occupe des opérations, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est back-office dans la boutique. Je m'occupe de faire en sorte que la boutique fonctionne bien en termes de stock, de caisse, de procédure, de faire le reporting de chiffres au siège, de m'occuper de la maintenance, de toutes les personnes qui interviennent dans la boutique. En gros, faire en sorte que tout ce qui permet aux vendeurs de bien vendre et aux clients d'être bien accueillis, de fonctionner correctement. Et dans le cadre du webinaire de cet après-midi, le rôle en lien avec ce webinaire, c'est que je suis ambassadrice RSE pour les boutiques du sud de la France, c'est-à-dire Cannes, Nice et Monaco. Et donc, à ce titre, je suis en charge de relayer un peu toute la politique RSE de la maison auprès de nos boutiques et de faire en sorte que nos équipes s'engagent activement sur ces sujets, soient force de proposition et mettent en application la politique de la maison. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est RSE pour les jeunes qui nous regardent? Alors, RSE, il y a deux aspects. Il y a le côté effectivement environnement, comment avoir un impact qui soit le plus minime possible sur notre environnement et voir comment faire en sorte d'avoir même un impact plutôt positif. Il y a le côté sociétal également, comment apporter quelque chose, participer à l'équité des chances, par exemple, soutenir les femmes via notre fondation des femmes. Et voilà, dans le cadre de ce webinaire-là, on est plutôt axé sur l'environnement. Et donc, effectivement, c'est comment faire en sorte que Chanel ait un impact le moins négatif possible, avec donc des émissions carbone les plus basses possibles, que ce soit à la fois en interne, c'est-à-dire dans nos bâtiments, au siège, en boutique, mais également qu'on ait une influence positive, un effet boule de neige sur toutes les personnes qui interviennent sur notre chaîne, c'est-à-dire à la fois nos fournisseurs, nos prestataires, nos façonniers, vraiment essayer de tirer tout le monde dans cette dynamique pour faire en sorte qu'on prenne soin de notre environnement, de notre planète, et qu'on ait une action qui soit durable et éco-responsable. On va passer à toi, Steven. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton métier, expliquer à nos jeunes ce que c'est que spécialiste biodiversité chez Total? Oui, tout à fait. Donc, la biodiversité, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est la nature, pour faire simple. C'est la contraction de deux termes. La diversité biologique, c'est le terme qui est admis. Et donc, moi, je suis basé à Paris, au siège, dans le département environnement. Et donc, mon principal rôle, finalement, c'est d'intégrer cette biodiversité dans les pratiques du groupe, au niveau de sa politique générale et de ses règles de fonctionnement, ses règles environnementales pour ses projets, ses activités, ses sites en opération, ses fermetures, etc. J'interagis beaucoup aussi avec les associations professionnelles, puisqu'on s'inspire des bonnes pratiques qu'elles génèrent, mais aussi on y contribue. Et on s'assure, nous, en interne, de faire basculer ces bonnes pratiques dans nos propres pratiques du groupe et de les mettre en œuvre et de s'assurer une transparence vis-à-vis de leur bonne mise en œuvre sur nos sites. D'accord. Je suis aussi très en lien avec nos partenaires. Il s'agit d'ONG comme le Programme Environnement des Nations Unies, mais aussi d'ONG plus présentes sur le terrain pour nous aider à mettre en œuvre ces actions, parce qu'on reste une société d'énergie.
Et c'est ça notre spécialité. Une énergie responsable, évidemment, hein. C'est pas une chose qui est toujours simple à faire pour les activités industrielles majeures comme les nôtres. Et eh bien, on a besoin de se doter de partenaires pour nous aider à mettre en œuvre les actions de gestion de la biodiversité, puisque c'est leur cœur de métier. Et évidemment, il faut convaincre. Et c'est une chose de se rapprocher de ces organisations, mais aussi de maintenir cette confiance au long terme. Donc, en gros, toi, tu arrives, tu dis, on peut faire, pour la faire courte et claire, tu arrives en gros pour dire, bon, on peut utiliser l'énergie forcément qu'on a besoin dans notre industrie, mais attention, il faut faire attention à notre environnement et tu es force de proposition de ce côté-là, c'est ça? Trouver cet équilibre entre le développement et notre bien-être, notre confort. On a tous besoin d'énergie, on le sait, hein. Je ne vais pas tomber dans un plaidoyer des sociétés d'énergie, ce n'est pas le but. C'est d'assurer finalement cette bonne compatibilité entre les deux, parce qu'on a aussi besoin d'un environnement le plus sain possible. Et la biodiversité est fondamentale. Ça commence par l'air que vous êtes tous en train de respirer, hein. C'est produit par des forêts, par les océans, les algues qui sont dedans. Et donc, elle nécessite d'être respectée autant qu'on peut pour assurer justement cette santé écologique qu'on recherche tous. Et ça résonne aujourd'hui sur le thème et sur chaque intervenant, forcément, puisque c'est un petit peu votre spécialité. Et il y a une fibre écologique en chacun d'entre vous. Farid, par exemple, toi, Early Positioning and Partner Development, ça me fait aussi réviser l'anglais en même temps, je te remercie. Tu peux expliquer ce que c'est chez General Electric, ton poste? Bonjour à tous. Le métier de positionnement amont, puisque c'est early positioning, c'est positionnement amont sur toutes les opportunités de centrales hydroélectriques dans le monde. C'est de faire en sorte d'être le designer au moment, avant même que rien ne soit fait. C'est juste une terre et puis des montagnes, c'est de faire en sorte que la centrale puisse fonctionner et éviter tous les écueils, que ça soit écologique, que ça soit mécanique, que ça soit autre, dans le domaine de l'énergie hydraulique. Alors, l'énergie hydraulique, je ne vais pas la défendre plus que ce qu'elle ne se défend déjà. C'est la première énergie renouvelable dans le monde. Et elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle, non seulement c'est la première énergie renouvelable dans le monde, puisqu'elle représente environ 9 à 10% de la production mondiale, avec dans certains pays tels que le Canada qui a 70% de ses ressources énergétiques tirées de l'eau, ou la Norvège, c'est quasi 100%. Et je fais partie d'un business de General Electric qui s'appelle GE Renewable, et donc qui contient les éoliennes onshore, offshore, qui contient les techniques de réseau et qui contient les batteries, le stockage, le solaire, etc. Et donc moi, je fais partie de ce business-là. Et je dirais l'intérêt de l'énergie hydraulique, c'est que non seulement elle est renouvelable et je dirais magique de ce point de vue-là, mais en plus elle aide le réseau dans le mix énergétique global, notamment avec l'arrivée des nouvelles énergies renouvelables telles que le vent ou le solaire, à équilibrer le réseau de façon que le grille-pas ne grille pas. Pour un petit peu vulgariser le métier, et voilà, c'est aussi créer ce qui permet de faire de l'énergie renouvelable tout en faisant en plus attention en construisant ces centrales, faire attention à l'environnement. On l'a bien compris, c'était ta mission première, Farid. Et toi, Antoine, pour terminer, directeur adjoint du développement durable chez EDF, comment ça se passe? Alors, le directeur adjoint du développement durable chez EDF, il couvre tous les champs de la RSE dont a parlé Élodie. Dans un groupe qui a à peu près toutes les formes de production d'électricité. Hein. On a des centrales nucléaires, on a des centrales à gaz, on n'a plus de centrales à charbon quasiment, on a des centrales à fioul, on a des centrales hydrauliques, on a des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Plus tout le volet réseau et commercialisation auprès des clients.
Donc, finalement, mon travail, si je me concentre un peu sur l'environnement et les ressources naturelles, c'est de m'assurer déjà qu'on connaît bien toutes les obligations, toutes les normes, tous les règlements, toutes les lois, et il y en a beaucoup. Donc, dans mes équipes, les gens les connaissent bien. Moi, j'aurais tendance à dire ma valeur ajoutée, c'est d'aller vers les parties prenantes, les gens, on va dire, qui vont être concernés ou intervenir. Donc, d'aller voir effectivement des ONG comme Steven a cité, l'Union internationale de conservation de la nature, la Ligue pour la protection des oiseaux, la Fédération des protections des chauves-souris, enfin tous ces gens-là, et d'écouter un peu leurs attentes, notamment sur nos projets, sur nos installations, comment ils voient les choses au-delà de ce qui est réglementaire. Et puis ensuite, de définir pour l'ensemble du groupe, et on est quand même présent dans pas mal de pays, une politique RSE dans laquelle on va définir nos exigences. Donc ces exigences-là, ça va être d'abord, il faut mettre en œuvre tout ce qui est loi, règlement, normes, mais il faut aller au-delà pour faire de la vraie RSE. Et donc, quelles sont les attentes, on va dire, du président du groupe vis-à-vis des 160 000 salariés quand ils opèrent nos installations ou quand ils font du design, etc. Et pour faire ça, j'ai la chance, moi, d'avoir un certain âge et d'avoir fait pas mal de métiers dans le groupe, donc je sais comment ça fonctionne. Ouais. Donc, le gros de mon boulot, c'est quelque part de traduire en faisabilité opérationnelle ce que nous demandent tous ces gens-là. C'est-à-dire de dire, voilà, on peut répondre à ça, ça non, on ne peut pas non plus me demander la lune. Et donc, c'est d'arriver à trouver finalement le bon compromis entre une installation qui fonctionne et qui est rentable et des exigences qui vont venir de la rue, d'une ONG, etc. Et puis surtout, faites attention sur cet endroit-là où vous voulez construire quelque chose. Il y a peut-être le nid d'un oiseau qui est protégé, il ne faut pas y aller. Je peux vous donner un exemple lambda, sur un chantier dans les Pyrénées où il y avait un aigle. Et où les autorités environnementales ont dit vous ne pouvez pas faire de chantier, c'est une vieille installation, un aigle s'est installé après. Donc soit on disait tant pis, le barrage, le moulin ne marchera plus, soit on fait autrement. Bon, j'ai contacté des spécialistes des aigles, je pense que Steven en connaît, qui ont expliqué le comportement. Ils ont dit voilà, sur tel créneau, je veux dire du 1er au 15 mars, vous pouvez intervenir, là vous ne les dérangez pas, parce que là ils sont en vol, ils se reproduisent, ils ne sont pas en train de couver, etc. Donc le chantier, qu'on le fasse du 1er au 15 février ou du 1er au 15 mars, ça ne change pas la vie du gars qui fait le chantier. Et c'est ça que j'appelle lui apporter des solutions. C'est-à-dire de moi d'aller chercher des gens qui connaissent et trouver le meilleur compromis. Ce n'est pas toujours faisable, mais trouver ce genre de solution. J'imagine bien. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez compris, les jeunes qui nous écoutent, c'est tout un dilemme, on l'entend dans vos discours à chacun et à chacune, de pouvoir faire des installations, de pouvoir faire du commerce aussi. On parlait avec Elodie tout à l'heure de Chanel, tout en respectant la planète au mieux. C'est important, tout en respectant aussi la nature et ce que ça comporte, comme un aigle. Là, on en parlait avec toi, Antoine, dans les Pyrénées. Et forcément, ça réveille en vous quelque chose quand même de très écologique, j'imagine, de très éco-responsable. Ça s'est réveillé quand, par exemple, chez toi, Elodie, cette volonté première de se dire tiens, il faut que je sois là pour ma planète, il faut que je sois là pour la nature, tout en conciliant mon métier? J'ai grandi dans les dom-toms, j'ai grandi à La Réunion et à Tahiti, donc j'ai toujours eu un lien assez privilégié avec la nature. J'ai grandi en étant dans le lagon et en profitant de toutes les beautés du lagon et de la nature autour. Donc je pense que c'est quelque chose qui a toujours été très présent chez moi. C'est une raison pour laquelle aussi j'ai souhaité, après moult années à Paris, quitter Paris pour rejoindre le sud de la France. Mais donc je pense que ça, c'était quelque chose qui était déjà très présent. Et à côté de ça, j'ai deux enfants en bas âge qui apprécient énormément justement profiter de la nature et de l'eau. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est une prise de conscience de l'impact que nous avons tous, à la fois d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire les entreprises pour lesquelles on travaille, mais aussi d'un point de vue personnel, notre impact en tant que consommateur et que être vivant sur cette planète et ayant un impact même à notre petite échelle. Ouais. Donc, juste de se dire qu'il y a un moment où il faut qu'on prenne conscience de cet impact-là et pour essayer de le minimiser et de faire en sorte de faire perdurer au maximum toute cette richesse pour que toutes les générations futures puissent en profiter autant que moi j'ai pu en profiter. Voilà. Par exemple, dans les dom-toms ou là maintenant du côté de Monaco, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre génération. J'en parlais en début de ce webinaire. Farid, toi de ton côté, à quel moment s'est réveillée la flamme écologique, environnementale chez toi? Je vais raconter juste une ou deux anecdotes. Et ça peut paraître technique au départ, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Quand on a une retenue d'eau, donc un barrage, et qu'il est en zone non tempérée, du style
un climat assez tropical où il y a une forte chaleur, eh bien, l'eau se stratifie et elle passe en anoxie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène dans l'eau. De ce fait, si on la relâche à travers les turbines, eh ben, elle va aller dans un cours d'eau, elle est en anoxie, donc elle peut être parfois même mortelle pour les poissons ou la faune et la flore. Qui respirent grâce à l'eau. Ils respirent l'oxygène qui est dans l'eau. Eh ben, c'est une de nos inventions et j'y ai participé et c'est pour ça que je raconte cette anecdote. Nous avons aujourd'hui des turbines qui aèrent l'eau qui passe à travers. Donc en gros, l'oxygène reste dans l'eau à travers les barrages. C'est l'oxygène, l'eau qui rentre dans la turbine, elle est sans, on va dire, avec peu d'oxygène. Ouais. Et la turbine l'aère, donc on injecte des bulles d'air très fines de façon à augmenter l'interaction entre les bulles d'air et l'eau. Ouais. Sans rentrer trop dans la technique, Farid, attention. De ce fait, l'eau est réoxygénée et elle est relâchée à l'aval. Et c'est merveilleux parce que l'environnement n'est absolument pas touché par cette anoxie de l'amont. Toi, de ton côté, Steven, à quel moment, dès ton plus jeune âge, l'écologie, l'environnement? C'est ça, quoi. Je suis né avec, je crois. Et, ma petite enfance passée dans les Hautes-Herbes, dans la campagne autour de Paris, dans les années 70, avant les grands épandages de phytosanitaires des années 80, qui malheureusement ont privé toute une génération du plaisir des petites bêtes, des insectes, etc. Là, je fais, excuse-moi, une petite aparté rapide pour les jeunes qui nous écoutent. C'est tout ce qui est engrais, en gros. Il y a une génération dans les années 80 où forcément… Les insecticides. Voilà, tout ce qui est pesticides, etc., pour tuer les insectes, parce que malheureusement, il fallait avoir du rendement avec l'agriculture, avoir beaucoup plus de céréales, de trucs comme ça. Et forcément, les insectes venaient manger tout ça. Et les agriculteurs, pour tuer ces insectes, utilisaient des pesticides que, des fois que vous sentez dans la campagne, quand vous passez, il y a une odeur. Il y en a encore un petit peu, beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, excuse-moi, c'était important de préciser. Donc, dans les années 80, il y a eu ça. Ouais. Donc, beaucoup moins d'insectes. Effectivement, et ce n'était pas dans un but de faire du mal. Hein. Il faut voir que les agriculteurs sont les premiers à avoir un contact direct avec la nature, une dépendance à celle-ci pour nous. Donc, ce n'était pas très exotique, hein, comme Élodie, mais moi, ma phase exotique, elle est venue de manière renforcée après. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des réserves naturelles et en France. Et après, je suis parti à l'étranger sur l'île de Madagascar pendant très longtemps. Wow. Là, on en a plein les yeux et on a du mal à en partir. J'ai aussi droit à l'Indonésie et à l'Australie pendant pas mal d'années. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle des hauts lieux de la biodiversité et à chaque fois de travailler dans le milieu industriel pour être au plus proche, j'allais dire, des acteurs qui peuvent générer un impact négatif sur cette nature, mais d'essayer de changer les choses à ma manière, en toute humilité. C'est pour ça que tu es parti dans une boîte comme Total, parce que, pardon, sans émettre aucun jugement, aujourd'hui, quand on dit aux jeunes Total, on pense essence, on pense pas forcément à la biodiversité et aux animaux qui gambadent dans les hautes herbes. C'est un pilier majeur qui est venu se mettre à côté du pilier climatique et qui a vraiment pris tout son essor. Enfin, la société est vraiment en phase de transition accélérée, justement pour anticiper les attentes des plus jeunes générations et me proposer la même question dans quelques années. Clairement, la société sera une société avec une forte composante d'énergie renouvelable, c'est déjà le cas. Hein. Oui, c'est important et j'aime beaucoup cet exemple-là et celui d'Élodie aussi, notamment pour les jeunes qui nous écoutent. Vous pouvez aussi vous lancer dans l'environnement, même si vous trouvez que la société elle n'est pas bien, elle fait des mauvaises choses, soyez acteur, essayez de faire changer les choses. On va passer à toi, Antoine. Tu peux nous expliquer aussi comment est venue cette fibre chez toi de l'écologie, de l'environnement? Moi, je ne sais pas le dater parce que
quand j'étais jeune, si je puis dire, donc il y a très longtemps. Il y a une dizaine d'années. Écologie, tout ça, c'était pas des termes. Mais je me souviens quand même que je voulais faire prof de sciences nat. Voilà, j'aimais bien la nature. Mes parents m'ont dit, fais donc une école d'ingénieur, tu pourras toujours faire prof de sciences nat après. Et j'ai fait une école d'ingénieur. Et finalement, la dernière option que j'ai faite, c'était l'option océan. On n'était pas très nombreux, ce n'était pas la plus reluisante. Il fallait mieux faire maths appli, génie civil, parce que dedans, il y avait de la météo, il y avait des cours sur le milieu marin, etc. Donc, finalement, quand je réalise après coup que c'est quelque chose qui a toujours été là. Après, j'ai travaillé dans pas mal de pays. J'ai travaillé au Venezuela, qui est un pays qui est d'une richesse de biodiversité magnifique. Je suis allé construire une usine de récupération de gaz dans le désert algérien. Donc, je suis arrivé sur un super tas de sable. Je suis parti avec une usine, mais il y a aussi un environnement à préserver qui est passionnant. J'ai travaillé au Canada quelques années, donc c'est un autre. Et le Canada, là, à cette époque-là, était beaucoup plus, on va dire, orienté environnement, beaucoup plus défendeur de l'environnement que n'était l'Europe. C'est venu après. Donc finalement, dans tout mon parcours, à chaque fois, j'ai été sur des choses d'environnement. Bon, l'hydraulique, je pense que c'est le summum, puisque je crois que Farid l'a dit. Quand on fait de l'hydraulique, on est tout le temps avec des problèmes de poissons, de plantes, d'oiseaux, etc., de chauves-souris. Et tout ça m'a conduit finalement à être directeur adjoint de développement durable, c'est-à-dire à prendre toutes ces expériences-là pour les mettre au service à la fois de nos métiers, puis au service finalement des gens qui demandent, enfin de toutes les personnes, toutes nos parties prenantes, qui veulent qu'on aille au-delà de ce qu'on fait très bien aujourd'hui, puisque nous, on n'a pas de sujet climat, il y a longtemps qu'on est très peu émetteur de carbone. Et puis la biodiversité, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on a investi dedans et qu'on le développe dans tous les sens. Élodie, on va revenir à toi, on va revenir un petit peu à ton poste. Comment tu en es arrivé là aujourd'hui à être manager opération, ambassadrice RSE des boutiques, donc occupé quand même de casquettes, c'est-à-dire arriver à faire du commerce avec Chanel pour vulgariser et tout en faisant attention à la planète. Tu as fait un tronc commercial, puis écologique ou pas du tout? Alors moi, j'ai une formation qui est purement commerciale, avec maintenant 14 ans au sein de la maison Chanel. Et c'est simplement que la maison Chanel a poussé cette politique RSE depuis maintenant quelques années. Alors, on est une maison très discrète, donc c'est vrai que la maison parle assez peu des politiques qu'elle suit en faveur de l'environnement, en faveur de la société, mais ça ne date pas d'hier. En réalité, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, on le communique un petit peu plus. Et en fait, il y a 2 ans, donc ils ont aussi essayé d'inclure vraiment tout le personnel Chanel, parce que c'est vrai qu'il y a ce que fait la maison, ce qu'eux mettent en place au niveau de nos déchets, effectivement, c'est un peu ce que disait Antoine, il y a ce qu'on fait au niveau du groupe, au niveau de la maison, mais ce que chacun ensuite peut faire individuellement à son niveau, et comment faire en sorte que cette politique, elle redescende bien à tous les étages. Et donc, ils ont lancé ce recrutement, je vais dire, d'ambassadeurs RSE. Ils nous ont fait une grande plénière au siège à Paris à laquelle j'ai participé. Et la personne qui a présenté cette plénière était extrêmement enthousiasmant et convaincant. Et ça m'a paru une évidence de m'intégrer à cette politique de la maison et d'essayer de participer à ce mouvement qui aujourd'hui est vraiment majeur pour la maison Chanel. Aujourd'hui, tous les projets de la maison sont étudiés sous cet angle-là pour mesurer notre impact, etc. Et pour faire attention à la planète. Ouais. On va passer à toi, Farid, sur la formation que tu as eue pour arriver au poste que tu as aujourd'hui. Oui. Tu es passé par quelle branche? Une branche aussi commerciale comme Élodie ou pas du tout? Pas du tout. Je suis un mécanicien des fluides. J'ai fait une école d'ingénieur, après une prépa, et j'ai ensuite fait un DEA. À l'époque, ça se faisait. Ensuite, une thèse en mécanique des fluides. L'option de l'école que j'avais prise à l'époque, personne ne la prenait, c'était génie marin. Et oui. Et oui. Antoine qui s'est spécialisé avec l'océan tout à l'heure, là, ça match. Voilà. On va passer à toi, Steven, par rapport aujourd'hui, spécialiste biodiversité, qu'est-ce que tu as fait comme étude, en 2 mots rapidement, pour arriver à ce poste-là? Là aussi, une spécialisation commerciale ou rien du tout, rien à voir? On se demande comment on tombe dedans, c'est vrai. Mais moi, j'ai une formation d'écologue. Je n'étais pas destiné à
avant mon baccalauréat à suivre forcément une direction scientifique. Et je voudrais rappeler aussi que tout ce qui est environnement, ce n'est pas réservé qu'aux scientifiques et aux matheux, hein, ni aux ingénieurs. Il y a beaucoup d'aspects liés au développement durable parce que si on veut préserver cette biodiversité, c'est important d'embarquer les gens, donc d'être bon communicant, d'inclure les aspects de société. J'ai fait mes études en Angleterre, qui étaient en sciences, en biologie de l'environnement et ensuite en gestion de ressources naturelles. Je n'ai pas souhaité faire un cursus très long, je fais 4 ans avec un bachelor et un master's. Donc j'ai souhaité me mettre au travail assez rapidement parce que j'étais peut-être un peu assez technique dans mes envies. Et donc ça m'a donné quand même une assise, hein, mais on se rend compte que plus on apprend, plus on oublie. Et finalement, souvent, ces métiers qui sont des métiers neufs, nouveaux, hein, qui n'existent pas depuis 30-40 ans, la gestion de l'environnement, c'est quand même assez récent. J'allais dire, la pointe de l'iceberg, hein, la biodiversité, c'est une sous-catégorie de l'environnement. Donc c'est assez spécifique. Mais bon, donc j'ai fait mes études, j'ai travaillé en réserve naturelle, ça a été mes premiers postes. J'ai connu ce monde de la protection de la nature, y compris aux portes de Paris, hein. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Ensuite, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle des bureaux de conseil. C'est des bureaux qui regroupent des experts en environnement qui dispensent et vendent leurs connaissances pour préparer des choses comme des études d'impact pour que les projets industriels ou de construction de routes, par exemple, puissent voir le jour dans les meilleures conditions. Tu parlais tout à l'heure très rapidement d'école, d'écologue, hein, c'est ça? Tu pourrais dire ce que c'est que écologue? C'est écologie? Voilà, c'est lié au terme écologie, ça veut dire comprendre, c'est une science très complète, très intégrée, où on va étudier le monde physique, le mouvement, le climat, la fertilité des sols, la géologie, mais aussi le monde du vivant. Et c'est là où ça, pour moi, devenait encore plus intéressant, mais il faut comprendre que tout est lié. Tout est lié et donc c'est une science, ce que j'appelle une science intégrative, qui vous donne vraiment, qui va intéresser les gens qui aiment les vues d'ensemble. Quels sont les conseils que toi, Élodie, tu pourrais amener à ces jeunes qui, on vient de parler de beaucoup de choses et ça peut paraître aussi compliqué, je peux l'entendre, hein, les jeunes qui nous regardent, c'est normal, mais quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune qui nous regarde et qui dit, bon, moi, je ne suis pas spécialement fort en maths ni en SVT, mais pourtant, mon Dieu, j'ai envie que ma planète aille bien. J'ai envie de me lancer dans l'environnement, quoi. Alors moi, je n'étais pas du tout forte en maths et je pense qu'effectivement, mais c'est ce que disait Antoine et c'est ce que disait Farid, c'est vraiment notre engagement, notre motivation, notre bon sens aussi, notre force après à communiquer les messages aux personnes autour de nous, à embarquer les gens, à les emmener avec nous. Donc effectivement, pour moi, ce sont plus presque des compétences humaines, je dirais, et qu'effectivement, quel que soit le bagage, à partir du moment où on a envie, on a ces compétences humaines et on est capable de convaincre, de faire comprendre, d'agir, d'emmener les gens, on peut faire plein de choses. Et moi, je me suis engagée récemment, ce n'était pas du tout ma formation. Et là, je pense que ma maison nous offre des opportunités et je vois des personnes qui ont fait, par exemple, chez nous, des personnes qui ont fait des études textiles, qui à la base ont appris un métier textile autour de la couture, de la fabrication de fils, etc. et qui aujourd'hui sont porteurs uniquement de projets RSE au sein de la maison. Et donc, en réalité, toutes les portes sont ouvertes. Il faut se fermer soi-même aucune porte, surtout, et porter ses ambitions et ses envies. Et je suis avec aujourd'hui tout le virage que prennent toutes les entreprises. Je pense que les portes sont largement ouvertes et qu'on peut aller très loin si on montre sa motivation et son envie. Ça, c'est important. Antoine, rapidement, parce qu'après, il faut vraiment terminer. Si je peux me permettre, parce que je n'ai pas loin du double de l'âge d'Élodie, ce qui a changé ces dernières années, c'est que l'environnement, le climat, le déchet, tous ces sujets-là, ils sont montés dans le cahier du président. Tous les grands chefs d'entreprise, ils ont ça maintenant. Avant, c'était le résultat, le ceci, ça, c'est en tête. Il y a 10 ans, moi j'étais, c'est un reblaldingue avec ses oiseaux et ses papillons, il va encore, le pénible, là il arrive, il va encore nous embêter sur notre chantier. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est, dis donc, comment on pourrait faire ça? Est-ce que tu as des partenaires qui connaissent, je ne sais pas quoi, la reproduction des libellules? Est-ce que tu connais des gens qui savent qu'est-ce qu'on peut faire avec les petits poissons? Ça a été complètement inversé. La génération change. Voilà. La génération change, mais même les entreprises et les présidents d'entreprises, ça y est, c'est dans leur agenda, c'est dans leur tête. Donc, c'est devenu quelque chose de normal. Bon, alors qu'avant, je reconnais qu'on était un peu les pénibles. Voilà. C'est ceux qui embêtaient les autres. Et pourtant...
Et pourtant, je connais aucun être humain qui ne s'intéresse pas à la biodiversité, à la nature, etc. Hein. C'est ce que j'allais dire. Et pourtant, aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans la vie de l'entreprise. Et c'est un énorme changement, ça. Et c'est tant mieux. Tu voulais dire quelque chose, Élodie? Non, je disais, effectivement, aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, tout est pensé sous cet angle-là, et ce qui fait que ça ouvre des portes. Et voilà, ça ouvre des possibilités à tout le monde, quels que soient effectivement les horizons, les études. Donc, voilà. Et ça, c'est important. Un petit mot de la fin très rapide, Farid. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui voudraient s'investir dans l'environnement? Quel que soit le métier, quelle que soit l'orientation, quelle que soit la direction que vous prenez, vous allez, et j'espère, vous allez faire des essais, échouer et remonter. C'est fondamental. Et apprendre. Et de là vient la passion. Quand on a touché à ça, 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 on peut rendre son métier compatible avec nos convictions. Bien sûr. Quel que soit le métier. Et ça, c'est important. On va terminer avec toi, Steven, le mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos jeunes qui voudraient se lancer peut-être dans l'environnement? Ne lâchez rien, je dirais. Parce que c'est vrai qu'on démarre, c'est confus, on ne sait pas forcément quelle voie on va suivre. Mais en fait, en écoutant Farid, surtout, là, c'est la pugnacité qui est importante. Il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et une chose en amène une autre. Donc, si plus vous vous exposez, plus vous allez créer d'opportunités pour vous-même. D'accord ? Ça, pour moi, c'est fondamental. Et c'est applicable autant à celui qui veut rester local que celui qui veut aller voir le monde et puis essayer de s'en inspirer, de s'enrichir de ça. Et voilà, je dirais. Et puis la curiosité. En fait, la curiosité, pour moi, c'est un signe d'intelligence. C'est vraiment une illustration de ce qu'il y a derrière le concept de l'environnement et de tout ce qu'il y a dedans, que ce soit les déchets, l'énergie, le climat, la biodiversité et autres. Et pareil, ça se recoupe. Et donc, voilà. Ne rien lâcher et rester fidèle à ses convictions. C'est les maîtres mots pour terminer. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, on l'avait compris, on l'avait vu avec vous quatre, mais au moins, on pourra résumer de se dire que l'environnement nous touche de près ou de loin dans n'importe quel métier, dans n'importe quel moment de notre vie aussi. Ça peut être il y a quelques années pour Élodie, peut-être un petit peu plus longtemps pour Antoine. Enfin, voilà, ça, c'est important. L'environnement nous touche de près ou de loin. Et heureusement, la société bouge. Heureusement, la génération comprend et on avance dans le bon sens. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, Antoine Badinier, directeur adjoint du développement durable chez EDF. Merci à toi, Élodie Raymond, manager opération spécialisation mode chez Chanel et ambassadrice RSE des boutiques Chanel du sud de la France. Merci à vous. Et merci à toi aussi, Farid Mazouji, Early Positioning and Partner Development chez General Electric. Thank you, je dirais même Farid, thank you. Ni hao, tout ça, et ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien. Il a raison, merci à toi. Et merci à toi aussi, Steven Dickinson, spécialiste biodiversité chez Total. J'espère recevoir des CV des plus âgés. Ça serait intéressant qui s'intéressent aussi à nous, comme ça. Et ben voilà, on transmettrait évidemment les coordonnées pour cela et pourquoi pas, ça a encore créé des vocations. C'est tout ce qu'on souhaite par rapport à ces webinaires Meet My Job que vous retrouverez comme d'habitude sur notre page YouTube. Je vous le rappelle, cette page MAG, Mon Avenir en Grand. Voilà, les 3 initiales MAG. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau métier, un nouveau sujet dans ces webinaires Meet My Job. À très bientôt.